C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Ce matin, on est sur le talk numéro 13, si je dis pas de bêtises. Et je rappelle son intitulé, S'épanouir au travail, bien communiquer et créer du lien, sans tomber pour autant dans le happy washing. On va en parler. C'est le premier événement qui est organisé par l'Axe Parcours professionnel et employabilité. Cet axe, j'allais dire, est engagé et coordonné par deux personnes. Charlotte, je te laisse te présenter. Bonjour, enchantée. Moi, je dirige un cabinet de conseil en relations humaines qui s'appelle Unique et donc je m'appelle Charlotte Kifidis. Voilà. Et donc, moi, je suis Ludovic Ebrard et j'ai une agence de communication événementielle et RH qui s'appelle Avec un grand H, pour mettre l'homme avec un grand H au cœur de toutes nos préoccupations. Je rappelle en deux secondes les objectifs du parcours professionnel, de l'axe parcours professionnel en employabilité et Charlotte complète ce que je dis et puis on va vite présenter Christophe parce que ça va être Exactement. qui va prendre la parole principalement ce matin. Donc oui, l'axe pro, parcours pro pardon et employabilité, il a pour objectif d'accompagner les professionnels de la communication dans leur parcours, dans leur logique d'employabilité, et puis également de donner des clés de compréhension sur les métiers de la communication, sachant qu'aujourd'hui, on est dans un moment de mutation, de transformation, etc. Dans nos métiers, aussi bien en termes d'expertise que dans nos modalités, nos façons de travailler. Tout simplement parce qu'on est face à un monde en mutation et particulièrement bouleversé en ce moment. Euh, et du coup, il nous a paru intéressant pour ça d'avoir aussi un regard extérieur. Avant de dire ça, Charlotte, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur l'axe parcours pro et employabilité très rapidement. Non, pas spécialement, Ludovic. Je pense que tu as donné la synthèse. On pourra peut-être éventuellement répondre à des questions sur ce sujet-là à la fin, s'il y en a, avec l'éclairage en plus de ce que Christophe aura pu nous partager. Super, merci. Donc du coup, oui, on se dit que quelquefois c'est important d'avoir aussi un regard extérieur pour mieux comprendre les enjeux, voire mieux se comprendre. Et en l'occurrence, eh bien, on a avec nous Christophe Nguyen, qui est cofondateur du cabinet Empreinte. Je vais le laisser s'exprimer dans deux secondes. Et voilà. Et juste pour dire qu'effectivement, il a un regard extérieur à double titre. D'une part parce que c'est pas un communicant, même s'il communique comme tout à chacun. Il va nous parler de son métier, de son expertise. Et puis, il a un regard qui nous intéresse aussi, puisque le cabinet Empreinte n'intervient pas qu'en France, il intervient aussi de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. Et ça, c'est important aussi d'avoir ce regard-là. Christophe, je te laisse te présenter, puis ensuite on entre dans le vif du sujet. Ça marche. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, j'aurai le plaisir de vous faire un état des lieux de la situation et puis échanger avec vous en tant que communicant parce que je pense qu'effectivement, le rôle de la communication externe et interne sera de plus en plus stratégique pour accompagner les défis futurs dans le monde du travail qui est beaucoup bouleversé. Donc moi c'est Christophe Nguyen. De formation je suis psychologue du travail, j'ai aussi une formation RH. J'ai été RH quelques années au début de ma carrière et puis ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur tous ces sujets de la santé psychologique au travail. Et donc ça fait 10 ans que j'ai créé Empreinte Humaine, que je vais présenter tout à l'heure en tant que tel. Et donc ce que je vais vous partager, c'est effectivement un état des lieux basé sur des baromètres qu'on a pu faire. Donc des baromètres qu'on a pas mal publiés dans les médias récemment, notamment qui ont commencé en mars 2020 lors du premier confinement. Parce qu'à cette époque-là, en termes de communication aussi gouvernementale, on parlait, et finalement aussi dans les entreprises, quand même relativement peu des impacts psychologiques de cette crise sanitaire et des mesures qui sont liées, de confinement, des mesures aussi d'isolement qu'on peut ressentir, mais pas que. Parce que la vérité, on va dire, de ce qu'on a pu voir et observer en mars 2020 n'est plus la même chose qu'un an après.
le facteur durée pèse beaucoup sur les questions de santé mentale. Et effectivement, ça génère aussi des conséquences nouvelles en termes d'attente vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'importance que ça a dans nos vies. Et on verra aussi que en matière d'organisation et en matière aussi de positionnement des entreprises sur leur marché, dans leur utilité sociale, il y a de plus en plus effectivement d'attentes importantes qu'on peut alors, élargir certainement aussi à des nouveaux comportements de consommateurs potentiellement. Bon, ça, on n'a pas évalué ça. On est vraiment resté sur des échantillons de salariés représentatifs de 1000 personnes. Donc, on en a fait 6. On est sur une 7e là qu'on va publier prochainement. Et on a utilisé des questionnaires scientifiques également au niveau, les mêmes qu'on a utilisés au Québec, où on a un bureau là-bas. Et donc, j'aurai le plaisir de vous partager tout cela. Donc, Empreinte Humaine, nous, on a un cabinet spécialisé dans la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux, la santé psychologique au travail. Et on a 3 bureaux, 2 en France, à Paris et à Lyon, et un à Québec. Et nous, on s'inspire beaucoup des approches scientifiques québécoises, parce qu'on trouve que c'est quand même les meilleurs au monde, parce qu'ils ont vraiment une culture intéressante managériale, de leadership sur la question de la santé mentale au travail, du bien-être. Et en tant que tel, on travaille avec des universitaires internationaux. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est vraiment de grandes différences d'un point de vue statistique entre la France et le Québec. Donc on voit bien qu'il y a un côté aussi inéluctable. On a observé aussi là-bas, dans le monde entier, une augmentation de l'anxiété liée à l'effet de la pandémie qu'on a tous vécu. Mais on voit vraiment que, en fonction des politiques de prévention et de qualité de vie au travail des entreprises, il y a de vraies différences. Et on voit que c'est un vrai révélateur aussi, cette crise, finalement, un stress test en grandeur nature de ce que les entreprises ont vraiment mis en œuvre ou pas. Et on voit aussi que les approches un peu vitrine, marketing sans avoir un vrai fondement, finalement se fissure, et on voit bien que ça apparaît au grand jour comme étant totalement inefficace. Donc on travaille plutôt avec des grandes entreprises dans une 20aine de pays aujourd'hui dans le monde, voilà, sur la base de nos contenus. On fait du conseil, définir des politiques QVT qui sont un peu stratégiques. On fait des diagnostics, des enquêtes, harcèlement, morale, sexuel, énormément, ça explose aujourd'hui. C'est aussi un des effets de la crise, on pourra en discuter également. On fait aussi énormément de formations, des dizaines de milliers de managers, de collaborateurs formés chaque année, et de l'accompagnement psychologique individuel, des lignes d'écoute psychologique, H24, de l'accompagnement du changement, etc. Alors, un premier indicateur, c'est... Pardon Christophe, je te coupe. Oui. Nous, on va sortir de scène, comme on dit, sur ce live storm avec Charlotte. Et quand on revient, c'est parce qu'on a quelque chose à affiner avec toi ou quelque chose comme ça. Ça marche. Voilà, ou pour les moments d'échange, des questions-réponses à la fin. Donc, notez bien vos petites questions, gardez-les. Vous pouvez aussi les poster dans le chat au fil de l'eau. Comme ça, on peut aussi en prendre connaissance en amont. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à interagir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci Christophe. Donc, on a, premier indicateur, on a mesuré ce qu'on appelle la détresse psychologique, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et en mars, finalement, 2020, on en parlait peu. Alors, la détresse psychologique, c'est quoi C'est quelque chose d'assez sérieux, qui mesure, qui est un indicateur scientifique en tant que tel, qui a fait l'objet de centaines de publications dans le monde, et qui permet, finalement, de diagnostiquer des situations qui peuvent prédisposer à l'apparition de troubles mentaux plus importants. Et donc la détresse psychologique, ça se manifeste par du désespoir, par de la fatigue importante malgré du repos, par des émotions dépressives en tant que telles, et de l'épuisement. Donc c'est assez sérieux, et ça permet aussi de déterminer finalement des niveaux de gravité par rapport à ça, des niveaux de risque. Et finalement, c'est un outil assez prédictif en tant que tel. Et on l'a vu aujourd'hui, au bout d'un an, le nombre d'explosions de dépression, le nombre d'explosions de burn-out aussi, qui ont fait l'objet d'arrêts maladie, etc. Au bout d'un an. Et donc aujourd'hui, on en est à 45% de personnes qui sont dans une situation de détresse psychologique. Alors on n'a pas demandé aux gens s'ils s'estimaient être en détresse ou pas, parce que forcément ça crée du biais. C'est comme si vous demandez aux gens s'ils sont stressés ou pas. Ça, c'est une auto-évaluation qui vaut ce que ça vaut, mais c'est vraiment un outil scientifique qui mesure les manifestations de cette détresse. Et parmi ces 45%, parmi la population des salariés, on en a
20% qui sont en situation de détresse psychologique élevée, donc qui risquent le développement d'un trouble mental sévère. Donc, on voit que c'est une personne sur 5, un salarié sur 5. Donc, on voit bien l'impact de tout cela. Ce qu'on a vu au bout d'un an, c'est effectivement un premier confinement qui a créé un niveau de détresse psychologique effectivement dans ces eaux-là à 44%. Et puis, il y a eu une baisse après le premier déconfinement, légère. Donc, les gens sont restés quand même relativement marqués jusqu'à 42%. Et le plus haut, c'était fin d'année dernière, lorsqu'il y avait le deuxième confinement en tant que tel. Donc, on a réalisé ensuite une enquête, là, qu'on va publier bientôt, lors du troisième confinement. Mais on voit que les gens restent marqués. Et il y a un effet d'inertie aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que bien souvent dans la santé mentale, les effets sont différés. C'est-à-dire que autant le Covid a des effets court terme en matière d'hospitalisation et des conséquences qu'il peut y avoir après une contamination, autant la question de la santé mentale est clairement, on va dire, en lien avec la durée de cette période, ce qu'on appelle la chronicité. Et on voit bien que depuis un an, nos ressources psychologiques individuelles sont mises à mal. Et c'est aussi un vrai stress test pour plein de gens qui se rendent compte qu'ils ont aussi une santé mentale. Là où avant, ça allait bien, ils pensaient peut-être avoir qu'une santé physique. Aujourd'hui, il y a une vraie confrontation par rapport à ça, et l'entreprise également. Alors, les taux de dépression explosent. On a mesuré aussi ça avec des questionnaires aussi sérieux. Et en quelques mois, depuis décembre 2020, on a vraiment fait plus 15 points, un tiers des personnes qui risquent effectivement de développer un trouble dépressif majeur. Et il y a une augmentation du taux de dépression sévère en un an. On a utilisé le même questionnaire. Donc en mars 2020 et en mars 2021, on avait 2 fois plus en tant que tel de troubles dépressifs sévères. Donc on voit bien que ça va mal. On voit bien qu'effectivement, il y a un facteur durée qui pèse énormément sur la santé mentale. Et de plus en plus, les salariés nous le disent, parce qu'on a accompagné 10 000 personnes pendant cette période-là, cette année qui s'est écoulée, en formation, en accompagnement, en soutien psychologique. Et on a écouté ce qu'ils disaient, et effectivement, ils se rendent compte tous, les 2 tiers, qu'ils voient de plus en plus de gens en détresse psychologique autour d'eux. Les populations les plus concernées, ce sont lesquelles ? Et on le voit que ça a aussi des conséquences, peut-être sur les intentions de vote. Vous avez vu peut-être les derniers sondages IFOP sur les intentions de vote en fonction de la segmentation de la population. Et on voit que les moins de 29 ans, effectivement, sont les plus exposés. On parle souvent des étudiants, la détresse psychologique des étudiants, les tentatives de suicide, etc., les décompensations psychologiques, les services de santé psychiatrique sont débordés par rapport à ces décompensations. Les décompensations, c'est un écroulement psychologique. Et dans l'entreprise, c'est pareil, les plus jeunes sont les plus exposés. Les 2 tiers sont en détresse psychologique. Si vous vous souvenez, le chiffre de 44 tout à l'heure, on est quasiment 50% de plus, avec un risque de dépression de quasiment 40%. Donc c'est très très important, je pense, que cette génération, qu'on peut appeler Z en tant que telle, est celle qui est forcément la plus impactée, et clairement, je pense que les entreprises ont un rôle d'accompagnement de ces populations. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent qu'effectivement, ce que nous disent aussi les autres salariés, le télétravail empêche de créer du lien par rapport à ces personnes-là, l'isolement, souvent dans des superficies d'habitation exiguës, on va dire, et également la difficulté d'apprendre son métier, parce qu'ils voient moins le travail se faire, alors que c'est ce qu'on appelle la socialisation organisationnelle. Ils n'ont pas eu le temps, pour beaucoup, finalement, de s'acculturer et apprendre les codes et les repères de l'entreprise. Ils ont été jetés en télétravail assez vite, ce qui les empêche finalement d'apprendre leur métier. Et cette question, effectivement, est fondamentale parce que on voit que cette génération qui va arriver de plus en plus dans le monde du travail va être marquée. Et moi, je mettrais aussi un point d'interrogation et même un point d'exclamation, un warning auprès des entreprises qui ont très vite, grâce au télétravail, dont on a vu que ça pouvait marcher, et qui avait une productivité accrue selon l'Institut Sapiens, que des entreprises ont lâché leur bureau finalement très rapidement. On a un contexte de crise, c'est un coût important, c'est un poste budgétaire important, et pour aller dans le 100% télétravail. Effectivement, ça peut marcher si les équipes sont constituées, si les équipes se connaissent, elles savent bosser ensemble, elles connaissent le métier, mais la question, c'est le renouvellement des générations.
et la capacité finalement à créer une culture commune. Et on voit bien que ce manque de culture commune affecte particulièrement les jeunes salariés. Et donc, notre population significativement plus exposée, c'est celle des femmes. Donc les femmes, 53% de détresse psychologique versus les hommes, 38%. Donc on voit qu'il y a quand même une différence très importante, quasiment de 15 points. Alors pourquoi les femmes? Parce que, lors du premier confinement, les femmes, ce qu'on voyait, c'était il y avait une surreprésentation des personnes en détresse là, à ce niveau-là, parce que s'occuper des enfants, plus significativement des hommes, la question effectivement des devoirs à la maison, plus le travail, la double, triple journée. Donc on voit que au-delà de ça, cette situation perdure dans le temps. Ça, c'était vraiment lors du premier confinement, mais avec le temps, elles ont continué effectivement à être plus exposées. La double tâche, les problèmes aussi de surreprésentation des femmes au niveau des métiers les plus exposés, ce qu'on appelle les premières lignes, donc notamment dans le social, dans le médico-social, les infirmières, etc. Et mondialement, c'est un peu moins en France, mais on le verra après, ce sont les femmes qui sont les plus exposées à la risque de perte d'emploi, parce qu'elles sont sont surreprésentées dans les métiers dits précaires. Effectivement, on a mesuré la question de la difficulté de conciliation vie pro-perso, et notamment vis-à-vis de la gestion des responsabilités familiales et des conséquences que ça a vis-à-vis des velléités, on va dire, de passer en temps partiel. Et les femmes, et ça va poser, je pense, des vraies questions d'égalité et d'inclusion, aussi des femmes, sont 2 fois plus nombreuses en mars 2021 à penser à passer à temps partiel pour pouvoir mieux gérer les responsabilités familiales, 2 fois plus que les hommes. Il y a quand même 15% des hommes, on verra en tant que tel, mais là on est à 2 fois plus de femmes qui pensent passer à temps partiel. Donc on voit aussi qu'il y a une question de sacrifice et de compromis qui sont faits, plus des femmes vis-à-vis du travail que les hommes en tant que tels. Donc on voit que ça va vraiment causer des questions. Effectivement, ces personnes qui pensent passer à temps partiel ou qui veulent passer à temps partiel prochainement sont à 63% de détresse psychologique, donc quasiment aussi 50% de plus que la population globale des salariés. On voit bien que c'est une vraie question aussi de santé mentale, la question de la gestion des responsabilités familiales. Et puis une troisième population, plus exposée que les autres, c'est celle des managers en tant que tels. Alors nous, on voit énormément de managers qui, effectivement, et ça rejoint beaucoup d'enquêtes, sont très insatisfaits du télétravail en tant que tel. J'ai écrit une tribune dans Welcome to the Jungle sur ça, sur la question de l'empêchement des managers qu'ils vivent à pouvoir bien manager leurs collaborateurs. Ils ont énormément de difficultés à pouvoir identifier si les gens vont bien ou pas. La question du collectif, l'impact du télétravail sur l'isolement des personnes, la crainte effectivement que on est face à des situations un peu dégradées en tant que telles et le mode crise qui les concerne depuis très longtemps particulièrement. Donc ils sont plus exposés finalement que les non-managers. Et ça, c'est une question importante parce que d'habitude, quand on mesure, quand on met en place des baromètres dans les entreprises sur la question des risques psychosociaux, généralement les managers ont tendance à être moins exposés aux risques psychosociaux, non pas parce qu'ils ont moins de responsabilités, mais parce qu'aussi ils ont plus ce qu'on appelle de ressources, de facteurs de protection, de reconnaissance, d'autonomie. Il y a peut-être aussi un biais d'autosélection, qu'on cherche des managers qui savent bien gérer le stress ou qui sont efficaces, mais en tant que tel, on voit une tendance inverse aujourd'hui, ce qui doit montrer qu'ils sont particulièrement aujourd'hui exposés. On a fait dans un des autres baromètres une étude sur la question du burn-out qu'on va réitérer. Et là, on sait, les managers 2 fois plus exposés à la question du burn-out, mesuré aussi avec des questionnaires scientifiques que les non-managers. Donc on voit que c'est une population qui est très exposée et qui doit jouer un rôle pour les prochains temps qui est fort. Donc je pense qu'il faut les accompagner, les ménager, on doit ménager aussi les managers. Alors,
quelques points aussi là-dessus. Qu'est-ce qui explique aussi ces niveaux d'impact de difficultés psychologiques pour les managers? C'est d'abord, il y a une forme d'abnégation aujourd'hui. C'est le côté mode crise. Le manager, capitaine du bateau, doit quelque part se surengager par rapport à cette situation, montrer l'exemple par rapport à ça, quitte à un petit peu négliger sa santé personnelle, son bien-être personnel. Beaucoup nous disent, je sais que je devrais par exemple déconnecter, mais je ne le fais pas, il faut que je sois quand même disponible au cas où j'ai une urgence, un problème, et je me dois d'être sur le pont d'une certaine façon, pour mes clients, pour mes équipes, pour mon management. Ok, sauf que ce n'est pas durable. Et ça, c'est vraiment important parce qu'une fois que finalement vous êtes dans une chronicité et que vous n'arrivez pas à décrocher, même si vous voulez le faire avec le week-end, vous n'arrivez pas à ne pas penser au boulot, voire pire, vous culpabiliser de ne pas bosser, de vous reposer, je pense qu'il y a des choses à faire avant d'arriver à des situations plus difficiles. Et donc, beaucoup de managers ne se permettent pas d'abord de traiter ou de parler de leurs difficultés à eux avant de traiter ceux des autres. Donc ça, c'est l'illustration de cette abnégation. Et en contrepartie de ça, eux aussi, qui sont un peu plus représentés en télétravail que les non-managers, parce que finalement, ils sont un peu plus, ils sont sur des activités plus télétravaillables, quasiment 1 sur 2, 4 sur 10, indiquent qu'ils sont isolés en tant que managers. Ils n'ont plus le temps de parler de leur pratique de management, alors que c'est une vraie révolution pour eux. Surtout en France, on était relativement en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons pour différentes raisons, notamment culturelles ou d'Europe du Nord. Ils sont particulièrement confrontés à cela. La moitié dit « je ne sais pas si je dois… où je dois mettre la limite entre trop ou pas assez de contrôle du travail, par exemple. Est-ce que je peux aborder ce sujet-là avec mon collaborateur? J'ai du mal, du fait du manque de l'informel, à faire des feedbacks négatifs à mon collaborateur. J'attends le retour au bureau pour pouvoir lui en parler. Et Dieu sait qu'en France, le management français a besoin de ce côté un peu confiance basé sur la relation qui leur manque énormément aujourd'hui. Et puis, il y a une population, ça je voulais faire un peu un focus là-dessus, qui avec le temps est devenue celle qui était la plus exposée aux risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'en mars 2020, quand ça a commencé, et je pense que c'était très romantisé, il y avait finalement, comme dans nos études, on a vu qu'une population était plus exposée que les autres, c'était celle de ceux qui étaient en chômage partiel. Forcément, quelque part, le sentiment que l'entreprise vous dit que vous êtes moins utile, moins essentiel que les autres à ce moment-là, pendant que d'autres restent sur le pont. Cette crainte, finalement, de perdre son emploi, parce que c'est quand même un message difficile, dans le cadre d'une incertitude qu'on a tous vécue. Et les télétravailleurs, eux, qui ont eu accès à ce moment-là à quelque chose qui était souvent pas permis, de nouveau, et qui leur permettait de continuer à bosser tout en étant moins exposés au virus. En tant que tel, c'était pas les plus exposés. Mais au bout d'un an, avec le temps, c'est devenu la population qui était la plus exposée aux risques psychosociaux. Quasiment un télétravailleur sur 2 en détresse psychologique en tant que tel. Et il y a eu aussi finalement cet impact de l'isolement, de la surcharge, du mode dégradé qu'on verra tout à l'heure. Donc, ce qui était vrai en mars 2020, ce que je disais tout à l'heure, l'est plus en mars 2021. Et donc, dans une projection, si on verra, et je pense qu'il y aura une pérennisation un peu plus forte, on va dire, du télétravail dans les entreprises, à voir où on va mettre le curseur après. En tout cas, il y a une grande aspiration dans tous les cas. Les salariés font la différence entre le télétravail en mode crise dans le cadre d'une pandémie et un télétravail plus normal, on va dire. Ils font la différence. Cela dit, on voit qu'il y a des écueils qu'il faudra prendre en compte si on ne veut pas reproduire des erreurs qu'on a pu faire là et des conséquences sur la santé mentale de ce mode de travail un peu à outrance. Et souvent, nous, on nous a dit, mais est-ce que les télétravailleurs vivent pas mal cette situation parce que y a pas de resto, ils peuvent rien faire, ils sont quand même confinés, à la fin de la journée de boulot, ils peuvent pas sortir, etc. Et donc, est-ce que c'est pas à cause finalement des restrictions sanitaires sur la liberté hors travail qui sont mal? Et donc, on a utilisé un autre questionnaire de ce qu'on appelle la récupération psychologique, c'est-à-dire notre capacité à nous reposer psychologiquement hors temps de travail. Que font les télétravailleurs
les salariés au sens large, et les télétravailleurs aussi, pour récupérer. Et qu'on soit en télétravail ou pas, c'est la même chose, hein, et que ça a un impact significativement positif sur le bien-être et sur une moindre détresse psychologique. Eh bien, ça nous a étonnés quand même, mais 7 sur 10 arrivent à se détacher psychologiquement hors temps de travail, c'est-à-dire à plus penser au boulot. Quand même, 7 sur 10 y arrivent. Et donc, ils sont moins en détresse. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils arrivent à vivre des émotions positives, c'est-à-dire de vivre des choses qui sont plaisantes, regarder un film qui nous plaît, rire, décompresser en tant que tel. Donc 7 sur 10 quand même, c'est pas morose, malgré qu'on n'ait pas de cinéma, de théâtre, etc. Et même 6 sur 10 arrivent même à avoir des activités stimulantes, nouvelles, intéressantes, qui les challenge. On a vu aussi les 2 tiers des salariés, non pardon, j'exagère, à peu près la moitié des salariés ont réussi à avoir des nouveaux centres d'intérêt, malgré tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la résilience. C'est la capacité, malgré les contraintes, à effectivement pouvoir se transformer un peu psychologiquement et à découvrir aussi de nouveaux centres d'intérêt. C'est un des vecteurs de résilience. Donc on voit bien que finalement, la thèse comme quoi c'est uniquement parce que effectivement on en a tous marre, hein, qu'on n'a pas grand-chose à faire, ou en tout cas on a beaucoup de restrictions sur nos loisirs et distractions. Finalement, ça a aussi permis les gens de se recentrer sur d'autres priorités, on le verra, en tant que tel. Mais ce n'est pas ça qui explique la détresse, en tout cas, des télétravailleurs en tant que tel. Ce qu'on a pu voir, au contraire, c'est vraiment une dégradation du travail en lui-même. C'est-à-dire qu'on est passé d'une crise sanitaire, qui était aussi une crise psychologique, à une crise du travail pour les salariés. C'est-à-dire que la moitié des salariés nous disent qu'ils travaillent en mode crise. Alors, c'est quoi le mode crise? C'est-à-dire, on ne planifie pas, on ne répartit pas bien les rôles, on ne regarde pas si on a les ressources ou pas, on relance des projets en mode crash qui étaient en retard sans prendre en compte l'état des gens. Et donc, c'est ce sentiment aussi que le télétravail a un peu bouleversé les choses, en bien pour certaines choses et en mal sur notamment un certain nombre d'organisations, de repères, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi et qui sert à quoi en tant que tel, et ce qui peut être assez déstabilisant depuis 1 an, ce mode crise, des amplitudes horaires très importantes, une organisation un peu défaillante. Et puis, à côté de cela, un sentiment de monotonie de plus en plus fort, 4 sur 10 aujourd'hui, qui disent on reproduit des journées monotones aujourd'hui, c'est beaucoup moins varié. Alors, il n'y a pas que les télétravailleurs, c'est les salariés au sens large. C'est un peu plus fort aussi chez les télétravailleurs, ce sentiment d'être tous les jours, revivre la même journée sans fin, qui peut d'ailleurs, on va dire, empêcher les coupures psychologiques pour pouvoir se reposer. La question des relations, et je pense que là, il y a un enjeu extrêmement fort de la communication, notamment interne et des politiques QVT, c'est que 1/3 disent que les tensions entre collègues se sont accentuées. C'est aussi lié à la détresse et à l'état psychologique des gens, leur fatigue en tant que telle. D'ailleurs, souvent, la détresse psychologique a été confondue avec l'hostilité, l'agressivité, etc. Parce que c'est des émotions qui sont liées au stress en tant que tel. Et 1/3 disent qu'il y a plus de tensions, plus de violence, de micro-agressions, hein, ça se voit dans les mails, ça se voit dans les échanges verbaux, ça se voit aussi d'ailleurs, on avait fait une autre enquête sur les incivilités, sur l'augmentation très importante du ressenti des incivilités au sens large, mais aussi numérique, dans la façon de s'écrire, de se parler, encore plus fort chez les télétravailleurs, bien entendu. Et voir, il y a 1 salarié sur 4 qui dit que le harcèlement au travail a augmenté. Donc nous, on l'a bien vu hein, dans les sollicitations qu'on peut avoir, on est complètement débordé par ces sollicitations autour de harcèlement au sens plus ou moins juridique du terme, mais en tout cas, ce côté harassant et qui s'exprime aujourd'hui, qui crée bien entendu plus de détresse. Oui, vous pourrez effectivement récupérer la présentation avec grand plaisir. Et puis, un désengagement. Ce qu'on appelle le désengagement, c'est quand même, et il y a d'autres études qu'on a pu voir là aussi, qui montrent qu'on a 1/3, voire 1/3 hein, des salariés. Donc il y a à peu près, j'ai vu 20-25 millions d'actifs, population active salariée en France. Donc vous imaginez 1/3 des millions de personnes qui disent aujourd'hui qu'après la crise, elles vont chercher un travail qui a plus de sens pour elles. 1/3 des personnes. Donc on voit qu'il y a une aspiration très forte aussi sur la question du sens. Le sens, on en parlera si vous voulez, hein,
qui, je pense, va être un vecteur très important. Dans une autre étude, on a vu aussi déjà, et toutes les études convergent vers cela, des attentes beaucoup plus fortes aussi des salariés, parce qu'ils ont été confrontés et qui sont affectés psychologiquement par rapport aussi au travail et à l'expérience du travail qu'ils ont, attendent pour les 2/3, voire 8 sur 10, les 3/4, pardon, que l'entreprise soit plus socialement responsable, économiquement responsable, écologiquement responsable et humainement responsable. Cette exacerbation aujourd'hui de nouvelles attentes qui étaient déjà présentes, mais qui sont encore plus fortes aujourd'hui, et en particulier sur la partie psychologique, de travailler dans des environnements sains psychologiquement. Et puis, il y en a aussi parmi ceux qui veulent partir, changer d'entreprise. Il y en a quasiment 1 sur 5, 1 sur 4, qui dit qu'il va changer à cause du traitement qu'il a vécu. Donc, on a parlé de ceux qui étaient en chômage partiel. On va voir aussi ceux qui se sont défoncés et qui ont l'impression de ne pas être reconnus, moins reconnus qu'avant. Il y en a quand même beaucoup qui l'évoquent. Ceux qui se sont oubliés, etc., etc. Donc, je pense sincèrement qu'il va y avoir une recomposition très importante, finalement, énormément de turnover. Bon, des arrêts maladie, c'est sûr, mais aussi du turnover dans les prochains mois, et notamment post-crise. Et ces nouvelles attentes, je pense qu'il faut les anticiper, elles sont claires et évidentes, et qu'il faut préparer le retour aussi au travail, parce que je pense que ça va être une étape clé, qui va révéler beaucoup de choses, et qui va être un moment très important dans la vie du monde du travail. Comme je le disais, les 2/3, qui dit aujourd'hui, parce qu'ils ont été confrontés et qu'ils savent maintenant de quoi ils ont besoin, qu'ils n'accepteront plus de travailler dans des environnements négatifs pour leur santé mentale, des environnements de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, l'irrespect, la violence, le harcèlement et tout ça. On a vu énormément de choses mine de rien, pendant cette crise. Les balances ta start-up, il y a eu des choses aussi dans les agences de com, vous savez, il y a eu des choses autour des manifestations sur ces sujets du harcèlement sexuel, etc., etc., y compris dans des boîtes qui étaient censées être des modèles de politique RH. Donc on voit bien que les gens aussi seront encore plus attentifs à être dans des environnements les plus respectueux possibles. Alors, la centralité. Ça, c'est très important. Les gens disent, et ça, c'est un des sujets qui ont trait à la résilience des gens, c'est-à-dire cette capacité, face à une situation traumatogène potentielle, à rebondir. Et pour ce rebond, finalement, on n'en sort jamais indemne. Il y a des transformations psychologiques. Il y a un avant, un après, une crise en tant que telle. Et si on parle d'un point de vue psychologique, c'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique dans notre jargon, c'est-à-dire comment les gens finalement grandissent d'une certaine façon psychologique par rapport à cette situation. Et donc la question de la révision des priorités est hyper importante pour une grande majorité de salariés. C'est-à-dire qu'ils disent par exemple mieux apprécier la valeur de la vie, tout court. Ils disent qu'ils ont effectivement on a parlé des centres d'intérêt tout à l'heure, mais qu'ils ont donné une nouvelle orientation, que les relations sont renforcées, qu'il faut changer pour eux finalement des choses qu'il fallait qu'ils changent déjà. Donc ce passage finalement après cette crise qui est très important, et notamment de la valeur du travail, en tout cas sa centralité, quand je dis valeur, c'est sa centralité dans son identité. C'est-à-dire, est-ce que c'est ma priorité dans ma vie ou est-ce que ça devient un peu plus secondaire? Et ce qui est plus important, et on le voit, c'est l'essentiel, c'est ma famille, mes proches, mes amis, profiter de la vie, parce qu'elle peut être courte, voilà, ces choses comme ça, qui font que le rapport au travail, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il va y avoir beaucoup de turnover et d'attentes nouvelles, plus exigeantes vis-à-vis des employeurs et des entreprises. La moitié qui craint l'état psychologique des salariés en sortie de crise, de leurs collègues, et même un tiers qui craint que des suicides se produisent du fait de la détresse psychologique des salariés. Donc, on voit qu'il y a d'autres étapes dans la dégradation de la santé mentale, on les connaît. Moi aussi, je suis assez préoccupé par tous ces chiffres, et aussi par le fait que finalement, il n'y a pas assez de choses qui sont faites par les entreprises aujourd'hui pour accompagner cela, pour plein de raisons, mais en tout cas, on a vu au plus haut un engagement de la direction sur ces sujets, d'après ce que disent les salariés, pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement, quasiment un comité de direction sur 2 qui disait qu'ils s'en préoccupaient et qui faisait des choses, et à mesure que la détresse psychologique augmentait, qu'on a mesuré avec nos baromètres, l'engagement des comités de direction diminuait. Et c'est vrai que c'est pas du one-shot, ce genre de choses, il y a vraiment une révision de fond.
à faire. Ce que les salariés d'ailleurs réclament très majoritairement, ils disent 7 sur 10 malgré le soutien des collègues de l'entreprise vis-à-vis des difficultés des salariés vécus, 7 sur 10 disent qu'elle-même elle pourrait faire plus pour protéger la santé psychologique des salariés au bout d'un an. Que le gouvernement d'ailleurs pourrait faire plus, ce qu'on a poussé aussi ici ou là dans les cabinets ministériels. Et également, ils se rendent compte, comme je le disais, que tout ce qui était énoncé avant comme politique, QVT, de bien vivre dans le travail, etc., bah, finalement, c'est bullshit. Beaucoup de choses ne sont que de l'affichage et que les gens se rendent compte, finalement, confrontés à ça, de quoi réellement ils ont besoin pour être bien, psychologiquement bien au sens large. Donc, je pense que c'est une question aussi de confiance vis-à-vis de la parole de l'entreprise, je pense, de la promesse, de ce qu'elle peut proposer en termes de conditions de travail, en termes de sens, en termes de fierté d'appartenance, on pourra en parler tout à l'heure. Et c'est là où je crois que la communication est extrêmement importante et doit prendre en compte ce switch, quoi. On ne pourra pas recommuniquer sur les choses d'avant. En tant que tel, je vous donne un exemple. Il y a des entreprises qui sont allées vers faire en sorte que les gens, un peu à l'américaine, un peu à la Google, qui sont d'ailleurs, ou Facebook, qui sont revenus là-dessus, de dire qu'il fallait que les gens passent le maximum de temps en entreprise. Et donc, il faut faciliter leur équilibre des vies, la conciergerie, la nutrition, même parfois les courses ou que sais-je. Et donc, pour faire en sorte que les gens restent le plus, avec la banque dans les villages internes, etc., tout ça. Et on voit qu'en fait, ça se heurte maintenant à des aspirations différentes, où les gens vont vouloir plus de flexibilité pour mieux équilibrer leur vie pro-perso, mais pas au travail chez eux. Donc ça, c'est la question de l'aspiration au télétravail et à cette flexibilité qui est demandée énormément, notamment par les salariés parents, et qu'il faut clarifier aujourd'hui. Et je pense que là aussi, la communication interne a un rôle important, au-delà des accords sociaux qu'il y a, de pouvoir clarifier les droits et les devoirs de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en télétravail, donc dans le monde d'après. Et puis, de travailler sur cette question de QVT, de politique QVT, qui ne peut pas se limiter effectivement juste à des déclarations d'intention qui finalement, ou des propositions qui sont que des avantages en nature finalement supplémentaires, peut-être plus pour des entreprises bien importantes, que des choses qui sont vraiment stratégiques et qui répondent réellement à ces aspirations psychologiques nouvelles. Donc, sur le télétravail, j'en ai parlé tout à l'heure. Avec le temps, les gens saturent en tant que tels. Malgré tout, il y a toujours une grande aspiration. Mais comme je le disais tout à l'heure, les gens veulent faire du télétravail, mais de moins en moins à 100%. Là où avant, on avait quand même, en mars 2020, 9 sur 10 des télétravailleurs qui disaient « je veux continuer à 100%. » Pour plein de raisons. Mais je pense qu'aussi, ça doit questionner l'entreprise. Moi, si j'ai des collaborateurs qui me disent « je préfère rester à 100% et jamais voir personne », je me pose des questions sur son attachement, sur ses relations avec ses collègues, et voilà. Donc, c'est aussi cette question d'expérience du travail, qui n'est pas la même derrière un écran continuellement que, effectivement, avec ses collègues, son management en tant que tel. Mais bien sûr, il y a une saturation de plus en plus forte. Comme je vous le disais, les managers qui se sentent empêchés, 1 sur 2, de pouvoir manager correctement à distance. Et puis, la question de sens. Le télétravail, effectivement, du fait du manque de lien social, et les apéros Zoom ne suffisent plus en tant que tel, ou les machines à café virtuelles, c'est bien, mais les gens en ont juste marre au bout d'un an. Ça manque effectivement d'authenticité et de spontanéité, parfois. Et donc, c'est que la question du lien social et la question de l'appartenance jouent sur le sens au travail en tant que tel. Beaucoup de salariés qui se sont retrouvés en télétravail faisant exactement la même chose qu'ils faisaient au bureau, finalement se sont dit mais à quoi je sers ? Alors qu'ils faisaient exactement la même chose finalement que quand ils étaient avec leurs collègues. Mais finalement, quand on est au bureau et qu'on voit un collègue, on a un échange, on voit l'impact de ce qu'on fait, on peut débriefer sur l'utilité, je ne sais pas, de quelque chose qu'on a fait, on peut avoir un retour immédiat sur le travail en tant que tel. La question des horaires et aussi de la possibilité de bien bosser. Et 4 sur 10 disent je ne peux pas tout faire. Tout mon boulot en télétravail, tout n'est pas télétravaillable malgré mes fonctions et je ne peux pas répondre à tout si je ne suis pas dans les locaux. Donc là, il y a aussi une révolution à faire et accompagner. Nous, on est beaucoup sollicités par les boîtes à dire avec le retour, il faut préparer le retour dans les bureaux. Et du coup, le mode hybride
comment on va le faire, comment on va accompagner les managers à repenser l'organisation du travail, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qui est plus télétravaillable et donc là où l'isolement du télétravail peut être négatif et peut aussi être positif si on a besoin de se concentrer toute une journée et pas dans un open space pour faire une tâche, une mission, quelque chose où on demande de la concentration. Et qu'est-ce qui demande effectivement de la collaboration, du brainstorming, de la spontanéité en tant que tel. Et je ne crois pas que les bureaux devront être uniquement un lieu de loisirs ludique. On va juste venir et les gens ne viendront pas au bureau pour jouer au baby-foot en tant que tel ou faire une partie de ping-pong avec leurs collègues, quoi. Je ne pense pas que c'est ça l'enjeu. Ça va être effectivement avoir une expérience de collaboration qui va être différente. Ça va être l'occasion de voir ses collègues et son management et de discuter effectivement et de se parler. Ça va être l'occasion aussi de peut-être faire preuve plus de créativité, avoir des activités différentes en tant que telles. Mais de grâce, pas trop de gamification et on ne va pas passer notre temps à faire du team building. Les gens, je ne pense pas que ça suffira. Il faut rester dans le travail. Ensuite, c'est la question de l'épuisement des salariés qui disent 6 sur 10, on travaille trop, quoi. Les amplitudes horaires sont beaucoup trop importantes, beaucoup plus qu'avant, et qui expliquent l'augmentation de la productivité. La question, c'est est-ce que c'est durable, notamment avec la suppression des temps de transport. C'est bien, mais quand elles sont remplacées par des réunions Zoom, ok, mais continuellement, et quand on n'a plus de pause déjeuner, etc. Et parce que finalement, la moindre interaction qu'avant prenait 2 minutes pour un échange formel, nécessite un SMS, un coup de fil, un échange en tant que tel. Donc ça aussi, la bande passante qui est plus sollicitée. Et beaucoup aussi nous disent aujourd'hui, demain, j'ai peur qu'on me demande la même productivité dans les bureaux après qu'en télétravail, alors que finalement, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions et que ce n'est pas durable. Donc ça aussi un enjeu dans le travail de demain, d'encadrer mieux et de suivre cette question de la charge de travail à distance. Il y a aussi beaucoup de demandes, cette charge qu'on ne peut pas mesurer aussi facilement, une charge vécue, une charge à suivre en tant que telle dans le temps, plus qu'un contrôle des horaires ou ce genre de choses, d'heures faites. Un tiers qui dit aussi être en sous-charge en télétravail, donc on voit bien qu'il y a une difficulté par rapport à ça, de pouvoir gérer cette charge. Les décrocheurs à cause du télétravail, on parle beaucoup des décrocheurs aussi scolaires, du fait des réunions à distance, enfin des cours à distance. C'est pareil pour les collègues, des gens qui viennent de moins en moins, donc il y a un vrai enjeu de communiquer avec eux, je pense aussi, et que l'entreprise ait une parole avec ces gens-là, qui ont complètement décroché et qui ont perdu tout le cadre de travail, qui viennent plus aux réunions Zoom, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus en tant que tels, des gens qui répondent plus en tant que tel au téléphone, que par chat ou ce genre de choses. Et comment, finalement, on va effectivement favoriser ce retour de ces personnes-là qui ont complètement décroché. On voit ça aussi des fois, des gens qui dorment en réunion à distance, qui sont extrêmement lassés par rapport à ça. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, la difficulté à apprendre le métier pour les jeunes. Et la question de la créativité, 4 sur 10 dit le télétravail m'a fait perdre ses repères qui m'aidaient, les repères professionnels en tant que tels, et de cadre aussi, et que la créativité diminue avec le télétravail. C'est beaucoup plus difficile de donner des idées nouvelles. C'est souvent les mêmes qui reviennent dans les réunions et les propositions d'idées. Ça, beaucoup de managers nous le disent, beaucoup de dirigeants nous le disent également. Alors, quelques points positifs aussi par rapport au télétravail. Un, c'est que ça a révélé que beaucoup de process, pour la moitié d'entre eux, n'étaient pas utiles avec le télétravail, voire même, ce qu'on nous dit souvent, c'est que des personnes, finalement, on s'aperçoit que elles ne bossaient pas, ou elles n'avaient pas une utilité pour le travail qui était aussi importante qu'on le pensait dans les bureaux. Donc effectivement, positif ou négatif, mais en tout cas, les gens le voient comme étant quelque chose de positif. Et que des process sont à revoir également, qui sont complètement inadaptés. Et effectivement, la moitié dit beaucoup de gens ne sont pas indispensables. Alors je ne sais pas, on n'a pas posé la question si les personnes se sentaient moins indispensable avec le télétravail. Mais en tout cas, c'est cette révolution, je pense qu'il va falloir faire, réallouer les ressources, réorganiser le travail, repenser le qui fait quoi, qui n'a pas du tout été fait aujourd'hui autour du travail. Alors, je voudrais
faire un point. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de la com. Je travaille un peu sur la marque employeur dans une vie antérieure. Mais ce que je crois effectivement dans les nouveaux rôles, finalement, que l'entreprise peut donner à la communication, c'est effectivement de plus en plus, notamment là pour accompagner ces grandes transitions, c'est ce rôle un peu stratégique de la communication. Notamment pour mobiliser, préparer le retour dans les bureaux. Beaucoup de DRH ont envoyé pendant cette période des fiches repères, des trucs, des guidelines, ce genre de choses. Mais je crois que effectivement, ça va nécessiter différentes étapes pour clarifier et orienter aussi la suite de l'organisation et de l'accompagnement du retour dans les bureaux, qui ne va pas se faire naturellement. Les gens ne vont pas juste dire, je pense que ce serait une erreur de dire, on va les laisser revenir, ça va venir comme avant. Ça sera une grande erreur. Je crois qu'au contraire, il faut prendre en compte tout ce qu'on a vu là, les modifications et les attentes nouvelles des salariés. Je crois qu'aussi, il y a tout ce qui est autour des communications corporate, mais aussi produits, services, etc., des entreprises, qui peuvent créer ce sens du travail. On parle, le sens du travail, c'est mon rôle, ma fonction, mon utilité sociale, mais aussi le sens au travail. Là, c'est plus le vécu du collaborateur, c'est mes relations. Comment elles vont être, et on voit qu'il y a de plus en plus d'aspiration à ce qu'elles soient saines, ces relations. Et je pense que les irritants d'antan seront complètement rejetés par les salariés, et que les DRH vont avoir fort à faire avec des plaintes de plus en plus fortes sur l'irrespect, l'incivilité, les problématiques relationnelles, les conflits. Et on le voit que ça s'exprime, j'ai vu un dernier sondage, un salarié sur deux qui pense à se reconvertir après cette crise. Donc les DRH sont pas mal débordés par rapport à ça, même en pleine crise. Donc je crois qu'aussi il faudra accompagner ces mobilités-là et donner du sens à ces nouveaux jobs. On parle aussi beaucoup de la raison d'être. On a parlé beaucoup du monde d'après, de la raison d'être, du rôle social, éthique des entreprises. Et je crois que les salariés maintenant vont plus du tout, on va dire, se censurer par rapport à la crédibilité de toutes les communications green ou happy washing, vous voyez, avec ces labels qui finalement ne sont que de l'affichage. On l'a vu tout à l'heure. Et je pense que ça serait même contre-productif si on est sur quelque chose qui n'est pas vécu comme une réalité en tant que tel. Moi, je vois des entreprises qui affichent effectivement d'être, pourquoi pas, des entreprises très attractives où il fait bon vivre. Et puis, vous regardez les réseaux sociaux, il y a je ne sais pas combien de pétitions, de plaintes sur produits harcèlement. Voyez, donc ça, c'est pas cohérent. Et au contraire, je pense que ça crée un manque de confiance et d'implication, du coup, potentiellement, des salariés vis-à-vis de la promesse employeur. Et donc, on le voit, il y a un délitement des collectifs, télétravail, tension, crainte, etc. Et je crois que la communication corporate a un rôle, c'est celui effectivement de permettre l'identification des personnes aux produits et services, à leur impact social et donc humaine, positive, environnementale s'il le faut, mais aussi effectivement de créer un attachement et un sentiment d'appartenance qu'on appelle, nous, un engagement dit affectif, c'est-à-dire je bosse dans une boîte et je m'investis et j'y reste parce que c'est comme ma famille, parce que je suis fier. J'en suis fier de ce qu'elle fait. Voyez, et on voit que ça a été mis à mal, ce sentiment d'appartenance, et qui passe aussi par ce qu'on appelle l'engagement loyal, cette loyauté qu'on a vis-à-vis de son entreprise, parce que c'est comme notre famille, et parce que aussi on a été bien traité, et quelque part c'est un retour d'ascenseur, mais parce que aussi on a des collègues à qui on tient, et auprès de qui finalement on veut continuer à s'engager parce que ce sont nos collègues et qui nous apportent finalement cette loyauté, si vous voulez. Et donc ça, c'est très important de le prendre en compte, et de créer ce sentiment d'appartenance global, de faire comprendre la mission et de le faire rentrer en résonance avec ces aspirations des personnes. Alors attention, effectivement, encore une fois, au washing, mais la question, c'est de pouvoir, c'est un enjeu de rétention, comme on l'a vu, et de risque de turnover. Et ces personnes qui vont partir,
ces personnes qui veulent partir parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ont vécu quelque chose de négatif, ou qui en ont gros sur la patate, si vous voulez, ou qui ont été affectés, je pense que c'est autant d'ambassadeurs sur la boîte, quoi, plus tard, et qui pourront s'exprimer, ou qui pourront être des vecteurs d'image. Et je pense que ce qui est très important, c'est voilà, travailler sur cette fierté, retravailler sur cette fierté en termes de communication, et qui doit être cohérente entre la communication externe et interne. Ça, j'y crois énormément. On l'entend tous les jours pour créer cette crédibilité en tant que telle. Et donc, pour ça, autour de la marque employeur, hein, donc cette promesse, hein, finalement, de l'employeur de fournir, on va dire, des services ou une expérience employeur, pour prendre l'analogie avec l'expérience client, positive. Je pense que, on l'a vu dans le sondage, il y a une recherche d'authenticité qui va être d'autant plus forte, authenticité dans les relations de proximité, donc on va se dire plus les choses, je pense, et parce qu'on n'aura plus le temps à perdre hein, avec voilà, des simagrées, et recherche d'authenticité, effectivement, des relations dans une entreprise qui permet ça, qui permet de s'exprimer et qui permet ce qu'on appelle, nous, la sécurité psychologique, c'est-à-dire d'avoir un environnement dans lequel, vous savez, vous pouvez vous exprimer librement, sans être bâché, sans être sanctionné, vous pouvez débattre, vous opposer gentiment, hein, tout en pouvant effectivement proposer des idées nouvelles, et ça crée énormément aussi de créativité dans les entreprises, parce que quand vous n'avez pas cette authenticité, beaucoup d'études le montrent, vous n'avez pas cette créativité. Et je pense que c'est essentiel pour rebondir demain. Et donc d'être cohérent finalement entre ce qu'on promet et ce qu'on fait. On a vu la résilience des salariés, ses aspirations nouvelles, des nouvelles priorités de vie. Il faut que ça rentre en résonance. Et on ne pourra pas amener les gens aujourd'hui à refaire ce qu'ils faisaient avant. Le présentéisme à la française, je pense que vous voyez de quoi je parle, eh bien effectivement devra changer. Et je pense que c'est une des bonnes résolutions que ça peut apporter. En tout cas, il y aura ces aspirations très fortes pour beaucoup. Il se peut, les enjeux, on l'a vu, dans les prochains mois, malheureusement, que les services com soient sollicités pour accompagner des événements humains difficiles, tragiques, hein, dans l'entreprise. Du harcèlement qui ressort, des plaintes, malheureusement des suicides, de la violence, de l'agression, ce genre de choses. Et je pense qu'il faudra être extrêmement, comme de crise, quoi, hein, par rapport à ça, et être vigilant et travailler de concert avec les RH sur les bonnes mesures d'accompagnement qui peuvent exister. Mais la prévention, c'est l'anticipation. Tous les indicateurs, malheureusement, vont dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'il vaut mieux être prêt pour cette com de crise, au cas où, effectivement, ça apparaisse, notamment avec les retours dans les bureaux. Donc, les tensions nouvelles avec le retour dans le bureau à anticiper, avec le risque réputationnel, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec les salariés déçus, considérant qu'ils n'ont pas été bien traités, etc. Donc, je pense que c'est urgent de penser à travailler avec les RH sur ce retour au bureau et de pouvoir faire l'histoire, reconstruire. Il n'y aura pas un switch mental comme ça avec le retour des terrasses, le télétravail moins dur, enfin moins imposé entre guillemets en juin, on l'espère, ou après. Après les vacances, hein, les gens ne vont pas juste revenir reposer et puis ça va aller mieux, ils vont rester marqués. Et donc je pense que ça c'est très important de partir de ce point de départ-là et de ce vécu, favoriser cette expression et pour repenser collectivement, je pense, les nouvelles conditions de travail de demain, quoi. Parce que ça va être un nouveau deal, quoi, entre le management, les salariés, l'entreprise et le corps social, et les attentes des salariés vis-à-vis de leur santé mentale auprès de leur entreprise. Là, c'est de plus en plus fort avec cette crise qui a effectivement montré aux gens que l'entreprise pouvait bien agir ou pas par rapport à ça. Christophe, je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps et on voudrait quand même te poser quelques questions. Mais je te laisse quand même terminer ce que tu es en train de dire. Non, ça y est, j'ai fini. D'accord. Tout va bien. Mille merci. Je pense que ça nous parle tous, hein, parce qu'on est dans un métier, tu parlais
de différentes choses qui nous parlent, nous, en tant que professionnels, qu'on soit salariés ou patrons d'agence ou indépendants d'ailleurs, puisque on est dans un univers très féminisé, il y a beaucoup de managers, et on est dans un métier où on peut faire beaucoup de où on nous dit qu'on peut faire beaucoup de télétravail. Donc, je pense que ça nous parle chacun en individu, mais effectivement, ça nous pose pas mal de questions sur comment on peut accompagner l'entreprise, que ce soit quand on est au sein de l'entreprise ou en tant qu'agence ou cabinet, etc. Et effectivement, ça pose la question certainement aussi du travail commun avec les RH, et il est pas comme ça dans les entreprises. Charlotte, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, si, parce que Stéphanie, justement, disait dans le chat des questions, dans les questions, disait, mais est-ce que les personnes, Christophe, dont tu parlais, qui ont manifesté les différents symptômes selon les curseurs dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elles sont allées voir leur DRH? Est-ce que tu sais s'il y a eu une relation d'abord, en parallèle de l'expression qu'elles t'ont fait ou qu'elles en ont fait en direct au niveau des questionnaires, quoi? Oui, alors effectivement, on a vu que les RH sont sortis quand même assez grandis dans leur rôle stratégique par rapport à cette crise dans les comités de direction en tant que tel. Oui. Bon, moi j'ai toujours été persuadé que les RH avaient un rôle stratégique, mais apparemment là, il y a eu encore plus cette révélation, et notamment dans l'accompagnement psychologique, il n'y a pas un des RH qui ne se rend pas compte de la situation. Ou alors, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tant que tel, c'est vrai que tous les DRH nous le disent que finalement, ce qu'on disait en mars, ce n'était pas des bêtises, quoi. Et que ça ne concerne pas juste des problèmes perso, et que dans tous les cas, ou des problèmes liés à l'anxiété du virus, c'est aussi une vraie dégradation un peu globale. Et les salariés, en fait, je pense que ce n'est pas que auprès du DRH qu'ils doivent s'exprimer. Il y a beaucoup d'acteurs en entreprise qui ont un rôle à jouer. Il y a effectivement le management, d'abord de proximité. Il y a les collègues, il y a les représentants du personnel, il y a la médecine du travail, l'assistante sociale, etc. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a un vrai enjeu de coordination aussi entre ces acteurs et de se parler. Mais globalement, les DRH sont sur le pont, quoi, par rapport à ça. Ils voient bien qu'ils doivent gérer, souvent en mode crise d'ailleurs, plein de situations difficiles. Et on a une question aussi d'Isabelle Dovry qui est intéressante, elle nous dit comment ça se passe dans une petite entreprise d'une vingtaine de salariés, justement, qui souvent n'a pas de RH, quoi. Ouais. On peut accompagner dans des plus petites structures qui sont moins structurées, du coup, sur ces dimensions-là. Alors, dans tous les cas, petites ou grandes, pour pouvoir traiter ces sujets, il faut du dialogue. Il faut que les gens puissent se parler de ces sujets. Ce qui est souvent difficile pour plus de la moitié des salariés. Ils ne savent pas trop à qui s'adresser, effectivement. Même dans les grandes. Hein. Et je crois que c'est quasiment 6 sur 10, hein, on avait vu ça. Et donc, c'est, je pense, par rapport à ça, d'abord, dans ces entreprises, dans toutes les entreprises, c'est un rôle managérial d'ouvrir, si vous voulez, de tendre la main et de dire, vous pouvez me parler de vos difficultés. Déjà ça. Oui. Parce que les gens n'osent pas. Parce qu'ils se disent, en plus, il y a peut-être des craintes sur l'emploi, peur d'être stigmatisé, plein de raisons qui font que les gens s'auto-censurent. Ou alors j'ai peur de passer pour un faible, ou pour un fou, ou que sais-je. Bon. Et donc, je pense que ce qui est très important, d'abord, c'est de créer ce climat, qu'on appelle la sécurité psychologique, d'authenticité, de bienveillance. Vous pouvez me parler, je tiens à vous, quoi. Bon. Et ce qui n'est pas évident pour beaucoup. Ils ont peur de... et les entreprises qui ont pu créer ce climat-là, qui ont formé leurs managers pour créer ça, forcément, quand il y a une crise qui arrive, ça marche mieux, quoi. Alors que si vous tu dis quelque chose d'important, Christophe, là, c'est les compétences au sens du savoir-être qui s'acquièrent et qui ne sont pas obligatoirement naturelles. On voit très bien dans notre parcours éducatif en tant que jeune, c'est pas des compétences qu'on développe sociétalement parlant. Et quand il s'agit d'une stratégie d'entreprise, puisque là, on parle de ça, on ne parle pas d'un métier en particulier, tu parles manager, RH, communication, on parle de tout ça. Il y a vraiment cet apport de compétences. Oui. Et effectivement, mais j'ai envie de dire aussi de rôle à donner au management, de dire votre rôle, et donc il faut que le patron dise au chef, c'est votre rôle, c'est de savoir si les gens vont bien ou pas, ne serait-ce que de savoir ça.
Voilà. Oui. Et pas juste est-ce qu'ils bossent bien ou pas. Voyez, bon. Souvent, ça va de pair d'ailleurs. Mais en tout cas, de savoir comment vont les gens. Et puis, en tant que tel, il faut aider les gens à pouvoir exprimer ça. Parce que là aussi, de ce côté, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est la détresse, ils ne savent pas ce que c'est, comment en parler. Voyez, moi, je vois plein de boîtes où j'entends. J'ai des managers qui nous disent oui, j'ai un collaborateur qui me dit qu'il est en RPS. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un collaborateur en RPS. Vous voyez, c'est devenu quelque chose d'assez instrumentalisé comme ça. Bon, on voit bien quelqu'un qui est mal ou que sais-je, mais en tout cas, c'est quoi? Est-ce que, je sais pas, il pleure, les observables? Est-ce que il est effectivement, est-ce qu'il a maigri? Est-ce que il a changé? Être sur les observables et parler de ses difficultés. J'endors pas la nuit, j'arrive avec la boule au ventre, et parler des choses qui sont factuelles. Et donc ça, je pense qu'il faut créer, il faut former les gens sur ces éléments-là. On peut en parler, et voilà comment on peut en parler et à qui. La confidentialité par rapport à ça et la sécurisation. Voilà. On a compris, Christophe, qu'effectivement, la QVT, il fallait pas tomber dans le happy washing, comme on a pu tomber dans le greenwashing, etc. Comment on peut accompagner pour autant, enfin, tu parlais de cette notion de centralité, en gros, quelles sont mes priorités, etc. Peut aller en fait l'entreprise justement dans cette forme, bon, on imagine que ça passe par l'authenticité comme tu l'évoques et par une forme de bienveillance, c'est-à-dire si l'entreprise est bienveillante, on est peut-être plus enclin à parler de ses problèmes, mais jusqu'où l'entreprise effectivement peut aller ou doit aller pour effectivement inciter à ce rééquilibrage nécessaire quand il y a un déséquilibre. Entre la vie pro-perso? Oui. Ouais. Alors déjà, le droit à la déconnexion. Je pense que je crois sincèrement que c'est quelque chose qui se manage. Hein, c'est pas juste écrire à la fin d'un mail, vous pouvez ne pas le lire. Vous n'êtes pas obligé de le lire si c'est en dehors de vos horaires de travail. Voilà, ce genre de choses. Et je crois qu'il faut, dans le cadre du nouveau travail qu'il va y avoir, savoir le manager et poser des limites et des règles claires. Donc ça, la com peut donner un cadre de référence et après ça se manage dans la proximité parce qu'on ne peut pas dire on va couper les serveurs à tout le monde, c'est pas possible. Voilà. Mais je crois qu'il va falloir être bien clair sur l'exigence de déconnexion. Didactique sur les choses, oui. Voilà, et que ça ne va pas juste être suggéré, c'est possible si vous voulez, quoi. Non, ça doit être une exigence pour moi. Sur quelle base? Bien entendu, on peut être hyper exigeant sur le livrable, sur la qualité du boulot, et je pense que c'est normal, ou en tout cas d'être à minima. Et de l'autre côté, être hyper exigeant sur ce que les gens respectent leur temps de vie personnel et de repos. Et je crois que ces temps-là de récupération psychologique qu'on a vus sont source de performance. Donc ça se manage aussi. Ok. Et moi j'aime, alors n'hésitez pas à poser une ou deux dernières questions parce qu'on va bientôt s'arrêter et puis on va passer la main à Martina aussi qui va nous évoquer les prochains événements. On est bien conscient effectivement que les managers, tu disais, étaient particulièrement touchés potentiellement. Et effectivement, ils sont pris en étau, quoi. C'est-à-dire que à la fois, ils doivent accompagner leurs équipes, tant eux subissent de même manière que les autres les conséquences de cette crise. Oui. Et surtout dans des conditions pour faire leur boulot qui sont très dégradées. Oui. Parce qu'ils n'ont plus ces temps, je l'évoquais un peu tout à l'heure, vous voyez, de connaître les gens. Et ça, c'est très français, hein, il y a plein d'études qui le montrent, d'avoir ces temps informels pour dire les choses, pour débriefer, pour faire passer des messages, pour être attentif aux signaux faibles, aux réactions de la personne, pour créer cette camaraderie parfois, voilà, cette proximité. Qui, à distance, est très difficile. Et puis, cette question du collectif, ils savent que les gens décrochent et ne sont pas bien et ça coopère beaucoup moins bien. Et donc, il faut qu'ils replacent leur curseur et tous leurs fondamentaux, parfois managériaux, qui étaient peut-être, avant, je voyais des gens investis et engagés parce qu'ils restaient longtemps au bureau ou qu'ils arrivaient à l'heure et qu'ils partaient tard, ou je ne sais pas, que ça montrait un investissement fort et un engagement. Et je pense que ça, c'est fini.
ça va être autrement parce que Mmh. effectivement, on va le mesurer sinon à quelle heure il va commencer à envoyer un mail, il va se brancher à quelle diode, etc. Et ça, c'est pas sain. Et je crois que ils sont en transition par rapport à ça. Au-delà du fait qu'il y a énormément d'exigences par rapport à cette crise qui pèse sur eux, avec le rattrapage l'année dernière de ce qui a été perdu, en même temps qu'eux-mêmes étaient extrêmement fatigués, avec des équipes fatiguées, enfin voilà, des changements très importants avec les stop and go, l'application. Donc tout ça a pesé, et je crois qu'il faut vraiment que les entreprises réfléchissent à comment les managers peuvent se reposer, voyez, et se ressourcer et repenser après, parce que là, ils courent finalement. Et j'ai pas mal d'inquiétudes sur leur état de santé. Et si eux ne seront pas en bonne santé mentale, leur équipe ne le seront pas non plus, quoi. Bien sûr. Mmh. Je vois Bon, dans le chat qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de nous remercier et qui doivent a priori partir pour d'autres, sûrement réunions. Voilà, donc Vanessa qui doit vous quitter et donc Isabelle qui faisait une remarque supplémentaire en disant qu'effectivement le problème de la déconnexion, c'est qu'il y a des horaires qui sont très variables et très variés et que donc le calage collectif est compliqué. Oui. Peut-être qu'on peut passer la main à Martina, mais juste avant, de remercier Christophe par rapport à cet apport extrêmement enrichissant et puis très factuel pour le coup. Et c'est vraiment une base de données intéressante et merci pour l'accord que tu nous transmets, que tu as officialisé de la circulation de ta Du présentation document, ouais. et du document, parce que ça pose quand même des données socles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour en discuter en entreprise ou avec nos partenaires. Donc, merci pour ça. Avec Ludovic, plaisir. je te laisse conclure, toi. Oui, Tu as fait la chose. juste effectivement un immense merci parce que ça permet effectivement ces chiffres de voir ce qui se passe réellement. Alors, on reprécise quand même effectivement que le baromètre, il est fait auprès de toutes les populations et pas particulièrement des communicants, bien sûr. Ça donne quand même une image assez claire des choses. Il faut pas voir que le côté flippant, j'imagine, de la situation. Enfin, il faut en prendre conscience et voir comment effectivement on peut essayer justement cette logique de centralité ou enfin de rééquilibrage. Donc, Ouais. mille merci. Et puis, Christophe, on te promet qu'en tant que communicant, on va tout faire pour justement œuvrer en la matière et pas être dans ce fameux happy washing. Alors, enfin, pourquoi pas mettre un baby-foot ou un ping-pong, c'est pas Non, c'est pas antinomique, mais pas que pour ça, quoi. Je veux dire. voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement, Ouais. on a un vrai travail de fond commun à faire tous ensemble, je pense. Oui. La fin de ton côté? Ça marche. Mais écoutez, merci beaucoup pour cet échange et encore une fois, merci pour l'invitation parce que je crois réellement que dans l'entreprise, le rôle des communicants va être essentiel pour justement créer des influences positives et ces fameux liens et sentiments d'appartenance qui a été bien mis à mal par cette crise-là et qu'il va falloir reconstruire. Voilà. Ok. Merci. On va J'ai tout vu faire court. quelqu'un qui demandait si on avait des suggestions de formation. Bon, on en a sans problème, et je ne sais pas comment vous voulez qu'on communique. Si vous avez besoin qu'on explicite un peu plus, qu'on précise ce qu'on fait, pour échanger, avec grand plaisir. Ouais, et du coup, ça me permet de passer la main à Martina. Martina va parler de quelques événements et va expliquer aussi qu'on va partager les coordonnées du cabinet sur une des pages du site, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ça marche. Merci Oui, Christophe. bonjour. Merci beaucoup. Merci Christophe. Une bonne journée. Bonne journée. Je vous retiens encore 2 petites minutes pour vous présenter effectivement les prochains événements Comment. On aura un talk numéro 14 le 11 mai de 17h à 18h30 sur la naissance des mots. Le titre, effectivement, ça sera Comment naissent les mots, présenté par l'Axe Prospective et Innovation, et qui verra comme intervenant Bérengère Baucher, directrice éditoriale du Robert, et Raphaël Haddad, fondateur de l'agence Mots-Clés et administrateur de Comment. La semaine juste après, et donc le 18 mai de 9h à 10h, on aura notre 3e Bench Live, qui est un rendez-vous mensuel Comment, où on va proposer une problématique. Ce mois-ci, ce sera Vincent de la Vessière, président de B comme V, qui va présenter son étude CAC 40 2020 et un benchmark sur les agences de conseil stratégique et d'influence.
Et enfin, le mardi 25, le réseau Toutes Femmes, Toutes Communicantes, en collaboration avec la Fondation des Femmes, le Réal Paris et l'ONG Olabac, vous présentera de 9h à 10h30 un stand-up contre le harcèlement de rue, une petite formation qui nous permettra de voir comment réagir et comment reconnaître le harcèlement de rue grâce à la participation des deux formatrices. On vous attend nombreux et nombreuses sur nos prochains événements et rendez-vous. Comme vous voyez, mai, ce sera un mois très riche en événements et informations. Je vous ai laissé dans le chat le lien pour l'agenda Comment. Vous allez retrouver tous nos événements, formations et le replay de cet événement sur notre site. Merci à tous et à toutes. Merci Martina, merci à toutes et à tous. Bien évidemment, on a évoqué qu'on allait récupérer les chiffres clés de Christophe. Et puis, d'ailleurs, sur l'axe parcours professionnel et employabilité, je pense qu'il y a plein de choses qui vont nous aider justement à entrer dans le vif du sujet pour accompagner les adhérents et les non-adhérents et essayer de réduire au maximum les frontières, mais créer davantage de ponts, notamment avec les RH, entre autres. Merci infiniment. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.